Amis de, amis de la police, amis d'Au Poste. Ah, il est là le mug. Il est là. Amis de Julian Assange de Wikileaks. Amis des documentaires, amis des ciné-mutins. Bonjour, bonjour. Je vais bientôt saluer mon invité que nous commençons à connaître bien. Il s'agit d'Olivier Hazan qui est déjà venu au poste, qui a déjà été convoqué. On l'a reconvoqué parce qu'on n'était pas tout à fait sûr de ce qu'il nous avait dit l'autre jour. Non, c'est pas tout à fait ça. On le reconvoque parce que Olivier travaille au concurrent direct de Netflix qui s'appelle Ciné Mutin, enfin les Mutins de Pangée. Enfin, ils ont plusieurs succursales. Ils vont sortir dans quelques mois un documentaire en France qui est déjà sorti ailleurs, qui s'appelle Hacking Justice. Il est là, Olivier Assange. Olivier Assange. Non, Azam. Alors, comment on dit Salut David. Comment on dit Azam ou Azan? Moi je dis Azam parce que je suis du sud, mais tu peux dire comme tu veux, tu sais, c'est pas très important. Il se trouve que depuis des jours, des semaines, tu fabriques une chronologie autour on va dire, de l'affaire Assange, dont on parlera tout à l'heure, qui va servir de bouquin qui va accompagner le DVD. C'est bien ça? Alors Non. il y a ce film qui a été fait par deux réalisateurs, enfin une réalisatrice et un réalisateur qui s'appelle Clara Lopez Rubio et Juan Corbo. Pancorbo, j'arrive même pas à le dire. Ça sonne un peu espagnol parce qu'en fait, elle est espagnole, lui aussi, je crois. Elle vit en Allemagne. C'est une production espagnole-allemande. Et ils ont commencé à tourner un film il y a déjà très longtemps. Je crois qu'ils ont commencé en 2012. Quand Assange est rentré on reparlera plus en détail, mais quand il s'est réfugié dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Et aujourd'hui, voilà, nous, on a fait une version qui a été traduite, avec sous-titrée en français. Et c'est ça qu'on va sortir en octobre avec un livre qui regroupera non seulement dans la chronologie, c'est vrai que c'est un gros boulot parce que c'est une affaire énorme en fait. En fait, c'est Wikileaks, tout le monde a entendu parler, mais en fait, quand on commence à rentrer dans le détail, c'est énorme. Et il y aura aussi des textes qu'on a traduits ou qu'on a fait traduire ou qu'on a récupérés ici et là, mais avec l'accord des auteurs, de Noam Chomsky, qu'on connaît bien, John Pilger. Alors Chomsky, il faut dire, toi tu as fait un film avec lui, même deux, non? Voilà, moi j'ai fait deux films avec Chomsky et avec Daniel Mermet, on a réalisé Chomsky et compagnie et Chomsky et le pouvoir. Et puis on l'a régulièrement rencontré pendant des années, Chomsky, on l'a filmé régulièrement, notamment pour Là-bas si j'y suis. Et puis voilà, donc il y a un texte de Pilger, il y a des tas de textes de différents personnalités ou proches ou pas proches de l'affaire d'ailleurs. Et donc ça va être réuni au sein d'un gros bouquin qui devient gros en fait au fur et à mesure qu'on travaille. Et c'est ça qu'on va mettre avec le film. Bon, ça va être une belle édition. A British judge has blocked the extradition of WikiLeaks founder Julian Assange to the United States. Assange wird nicht ausgeliefert. Well, a judge ruled against extradition because January 4th, 2021. The latest chapters being written in London in a case that has made headlines time and again for 10 years. For the US prosecutors, a hacker's on trial, a public enemy and cyber terrorist. For others, a pioneer of investigative journalism, on whose fate press freedom in the West could depend. The Assange case. Yep. And even in a state of war, even if the UK was at war with Ecuador, they do not have the right to go into the mission. And if the state is unable to continue in the mission. It's such a fucking great news story. If guys turn up carrying bags and they don't get stopped and they come in, if there is a response into this building, he's going to She's got a seven. It's two vans full of There's a bunch in the stairwells. 15 Outside on the stairs. We need someone outside, constantly monitoring. Ideally, two people, this side, that side. I'll help them to bring as many as he can, ideally like 4, easy 2 into that. Estamos absolutamente rodeados.
camiones, etcétera, etcétera. We need to turn more of the lights off inside the building. You just look to see whether anyone's coming up the same entrance. Okay. And what do I do if they are? You just run in. In August 2012, the British authorities threatened to storm the Ecuadorian embassy in London. They want to arrest Julian Assange, which would provoke a diplomatic éclat. Why is it so important to seize him at any cost? Move along, move along. I mean... move along, please. Move along, please. To understand this, let's go back 2 more years. In 2010, Julian Assange is at the height of his fame. WikiLeaks has published thousands of secret US military documents on the wars in Afghanistan and Iraq. The revelations show the reality of war in all its brutality, and that the first victim is always the truth. Come on, fire! But according to the context provided by WikiLeaks, 2 of the victims were not only not armed insurgents, they were actually journalists for Reuters news service. Roger, we have a black SUV or bongo truck picking up the bodies. Request permission to engage. Come on. Clear. Those killings were lawful. The independent press has a new hero. The rules of engagement are wrong. Deeply wrong. There might be a couple of views of WikiLeaks and of Julian. Who's got the hero view? Who's got the dangerous troublemaker view? Oh, come on. But then a scandal breaks out. He is a 39-year-old man from Australia wanted by Swedish prosecutors over alleged sex crimes. The news caused an uproar on the internet. Where is the truth in all of this? In this official document, both parties state the facts before the British Supreme Court. During a visit to Sweden, Assange has sexual intercourse with 2 women. The women talk to each other and go to the police. They want Assange to undergo a medical exam to rule out sexually transmitted diseases. A preliminary investigation is opened. Both women are questioned. The chief prosecutor in Stockholm concludes that there are no signs of rape. Case closed. A possible manner of molestation is yet to be clarified. Assange voluntarily stays in Sweden and answers every question during a police interrogation. But a higher prosecutor, Marianne Nu, decides to reopen the preliminary investigation of alleged rape. Assange offers to be questioned by Marianne Nu, but the prosecutor is ill. In the end, she grants Assange permission to leave Sweden. He has a lot to do. On November 28th, WikiLeaks begins releasing the largest number of confidential documents in history. Julian Assange can claim his greatest coup yet. 250,000 confidential cables sent by US diplomats have been released to 5 newspapers. They contain many explosive claims that were never intended to be made public. A few days before the leak, Sweden issues a European arrest warrant for Assange, and Interpol issues a red notice. A man who hasn't been charged is on the list of the most wanted criminals. In London, Julian Assange goes to the police again. This time, he's arrested. He's kept in prison for 9 days, in solitary. Then he's released on bail. More than 280,000 euros, raised by his supporters. Well, it's great to smell fresh air of London again. He spends several months under house arrest at a friend's home. Sorry, Julian, they've just come to
I'm getting fat. Yeah, that should be fine. Yeah, that's all fine. Thank you very much. What do you check? That's Just check if so okay, basically if battery is fine or anything like that. Meanwhile, his lawyers litigate in the British courts to prevent his extradition to Sweden. In addition to wearing an electronic tracker, Assange must report to the police station every day. I'll let you in. The legal battle reaches its last leg. And there is no legal basis for the extradition of Mr. Assange to Sweden. The judges are divided. 5 rule against Assange, 2 in his favor. Occupy the planet! Freedom of speech! The Supreme Court approves extradition to Sweden for a person with no criminal charges. Later on, the UK changes the law, so this cannot happen in the future. When extradition seems to be unavoidable, Assange makes an unexpected move. June 19th, 2012. Life within 30 square meters begins. Mais en vrai, l'affaire est devenue compliquée avec le temps et ils ont tout fait pour qu'elle soit compliquée puisqu'il y a plein d'affaires dans l'affaire. Aujourd'hui, ce que raconte Assange à ce moment-là, c'est qu'il y a 150 juristes dans la défense d'Assange, alors qu'au départ, l'affaire de Wikileaks, c'est une affaire de solitaire, 2-3 personnes au début, rapidement, et puis après quelques personnes, et puis ça prend une dimension folle parce qu'à partir du moment où il est traqué internationalement, pour divers prétextes, en fait, mais le fond, c'est quand même qu'il est traqué au nom de l'Espionnage Act aux États-Unis. Assange, il faisait partie des cypherpunks, ça s'appelait. C'était les cypherpunks, c'était... Ah, t'as connu ça, David? Oui, bien sûr, bien sûr. Tout ça, c'est le monde d'Internet du début, quoi. C'est-à-dire ceux qui étaient pour le cryptage et dont la philosophie était transparence pour les puissants, pour le pouvoir, et secret, enfin plutôt... intimité pour les privés. Quoi, Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la philosophie d'Assange, on pourrait la qualifier de crypto-anarchisme, avec l'idée que, en fait, les puissances, qu'elles soient étatiques ou commerciales, sont beaucoup plus fortes que les citoyens et qu'il y a une forme d'asymétrie. Et donc, c'est d'essayer de rééquilibrer les échanges entre les uns et les autres. C'est ça. Grosso modo. Exactement, tu résumes très bien l'histoire, c'est ça. Et en fait, c'est pas rien, parce que c'était avant le monde qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Maintenant, c'est d'autant plus d'actualité. Je veux dire, à l'époque, personne ne voit forcément, il n'y a que quelques personnes comme ça qui voient les enjeux et qui imaginent les enjeux qui vont être l'avenir, parce que personne n'imaginait qu'Internet allait être ce qu'il est aujourd'hui, mais eux, ils avaient quand même une petite idée des dérives et tout ça. Donc, c'est quelqu'un de très en avance, avec pas lui tout seul, mais plein de gens sont en avance, mais lui, il fait partie des gens très en avance là-dessus, en étant allé dans les sites de l'armée et tout ça, parce qu'il a pénétré tous les sites. À l'époque, c'était plus facile. En fait, il a recueilli plein d'informations et lui-même voit les scandales du pouvoir, de la guerre, surtout de la guerre, et comment on cache des choses qui concernent le public, parce que c'est toujours ça l'argument. Oui, mais alors le public n'a pas besoin de savoir tout ce qu'on fait parce qu'il faut protéger la nation. Okay. Mais là, on cache des choses qui sont faites au nom de la nation, au nom du pouvoir, etc. Et c'est ça le problème, parce qu'il va y avoir des crimes de guerre, etc. Donc Wikileaks, quand ils pensent Wikileaks, c'est déjà le résultat de 25-30 ans de réflexion. Et Wikileaks, c'est un peu c'est à partir de là qu'on va le connaître, mais c'est un peu le résultat d'une réflexion. Et donc ça,
quand il fait ça en 2006, c'est énorme, en fait. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte sur le coup. Même encore aujourd'hui, on dit Wikileaks comme ça. Mais le nombre de révélations de Wikileaks qui ont été faites entre 2006 et maintenant, il n'y avait plus grand-chose parce qu'il est totalement enfermé. Okay. En fait, il faut rappeler, Wikileaks, c'est une sorte de blog. Enfin, parce que Assange, lui, il est rédacteur en chef de ça. Il est responsable de ça. Et c'est un endroit où vous pouvez envoyer des documents qu'ils vont décider ou non de rendre publics. Alors, c'est surtout une plateforme qui est sur le principe des cypherpunks, donc, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui est verrouillée et qui est cryptée, dans laquelle on ne peut pas savoir qui a donné les sources, qui a publié les sources. Absolument. C'est ça, surtout, c'est protéger truc. Et puis, il y a une originalité qui, à l'époque, va défier quand même l'Empire, parce qu'en fait, même si le nom de domaine a été déposé à San Francisco, au moment où ils vont commencer à essayer de supprimer Wikileaks, ce qu'ils ont fait très rapidement, dès la première affaire, en fait, il y a des sites miroirs qui apparaissent partout dans le monde. Absolument. Alors là, ça, c'est la parade, c'est-à-dire que personne ne peut plus arrêter ce truc qui se reproduit. Et ça, c'est l'idée de génie quand même, parce que ça, bon, et c'est pas le Assange qui a inventé ça tout seul, c'est la synthèse de tout ce qui existe aussi, mais en tout cas, il met en place ce système-là avec l'idée que ça va stimuler des gens qui ont envie que la vérité sorte. Son truc, c'est ça, quoi, la vérité. Par exemple, les premières révélations sont énormes de Wikileaks. Je ne sais pas si vous vous rappelez. La première, par exemple, c'est ça commence. Enfin, une des premières, c'est en août 2007. C'est au Kenya. Et là, il démonte tout un système de corruption autour du président qui s'appelait Daniel Arap Moi, je ne sais pas comment on dit, mais qui était le président de l'époque, avec l'ancien président, et en fait, qui se retrouvent complices, parce qu'en fait, ils ont détourné 2 milliards de fonds publics qui seront blanchis à Londres, à New York, en Afrique du Sud. Bon, tout ça, ça implique chaque fois tout l'Occident. Donc, il révèle ça. Il révèle très rapidement, tout ça dans la même année, 2007, c'est déjà énormément de révélations. Les trucs de Guantanamo, ça on s'en souvient. Bien sûr. Le camp Delta Standard Operating Procedure, qui est le guide des pratiques tortionnaires à Guantanamo. Gros scandale quand même. Et notamment comment les Américains instruisent pour la torture moderne, comment ils ont théorisé la torture au sein même du camp, et comment ils théorisent comment on peut échapper à la surveillance, à la vigilance de la Croix-Rouge. Donc, c'est vraiment la pourriture absolue du système tortionnaire de Guantanamo. Donc, ça, c'est révélé par Wikileaks. Let's be serious. We are in a conflict situation with the largest, most powerful empire, that's what it is, that has ever existed. So, in such a situation, it's remarkable to survive at all. And you can use an unlimited amount of support because the hurdles that you face are so huge. So there's never. That said, it's extremely interesting that WikiLeaks has been able to survive. Let's put the nature of the conflict on the table. On the one hand, you have a small investigative publisher that specializes on the protection of archives, secret archives. On the other hand, you have the US State Department, the National Security Agency, the Pentagon, and some big businesses as formally aggrieved parties who pull in their allies. The Pentagon said before the world in a 40-minute press conference, their spokesperson, Jeff Morrell, in a 40-minute press conference, that they demanded that WikiLeaks destroy the information that it already published, destroy the information from the Pentagon that we were going to publish, and cease dealing with US government personnel as sources. A demand by the Pentagon before the world. The Pentagon occasionally makes such demands of countries just before a war. They lost every single one of those demands. The information that we had published is still there. It is still available on WikiLeaks. Not a single document has been removed. The information that we were going to publish, we published it. Not a single document was removed. And we continue to deal with US government sources. So the Pentagon completely lost what it defined as the battle.
je vais faire le béotien ce soir. Toi, tu fais le connaisseur. Mais on va dire que pendant quelques années, Wikileaks peut quand même sortir ces trucs sans qu'il y ait ce qu'il y aura ensuite, ce qui est l'objet du film, et on fera un autre extrait tout à l'heure. Voilà, toute une bataille juridique, policière, diplomatique, politique, mondiale, contre Assange, contre Wikileaks. Mais les premiers mois, les premières années, finalement, ils sortent leurs trucs et ils peuvent les sortir. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... est-ce qu'ils ont des bâtons dans les roues, par exemple? Est-ce que... Ah ouais, non, ils prennent tout le monde de vitesse, mais la première bâton dans les roues, c'est une des premières grosses affaires aussi, c'est janvier 2008, c'est l'affaire des transactions financières vers les îles Caïmans. C'est l'affaire de la banque privée suisse Julius Baer, qui déjà montre l'ampleur de la fraude des îles Caïmans. Et ça, c'est le premier truc. Le problème, c'est que dans les noms qui apparaissent dans cette affaire, il y a des noms qui vont faire du bruit, parce que c'est Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Jim Carrey, Céline Dion. Donc, tu vois, on est dans le cinéma, là. Mais, des ressortissants suisses. Voilà. Le côté obtus et têtu du Assange, c'est que déjà à l'époque, les premiers avocats de Wikileaks, qui sont des avocats qui n'ont pas trop expérimenté peut-être, mais qui disent, ils disent non, avec les noms qu'il y a, il faut absolument revenir en arrière, il faut pas publier, il faut supprimer les publications, parce que là, ils vont nous écraser, quoi. Et Assange dit non, je m'en fous, on y va, on va jusqu'au bout, ils nous écraseront pas, parce que en fait, c'est la vérité. Donc c'est là qu'il est quand même, il va jusqu'au bout du truc. Et donc, c'est là que le site va être interrompu à San Francisco. Ils vont réussir, le juge va fermer le site, mais que les sites miroirs vont réapparaître partout. Mais comme c'est pas idiot d'avoir fait ça à San Francisco, en Californie, qu'il y a tout un réseau de hackers, de gens d'Internet, tout ça, en fait, sous la pression de l'opinion, ils vont rétablir quand même le site de Wikileaks. Je note déjà qu'en fait, toutes ces histoires ne peuvent tenir que s'il y a un soutien de l'opinion. On est en démocratie. En démocratie, c'est ça, quoi. S'il n'y a pas de soutien de l'opinion, c'est mort. Par contre, il y a un espoir quand il y a un soutien de l'opinion. C'est pour ça que je pense que c'est très important de continuer à parler d'Assange, parce que son sort est le sort c'est pas juste le sort d'Assange, hein, c'est le sort de la liberté d'informer, en fait, qui est en jeu. Dans le chat, il y a 100 créatures, comme nom, qui nous dit ce qui est inquiétant avec l'affaire Assange, c'est que des gens plutôt éduqués répètent la rhétorique officielle à son sujet et ne sont pas tentés de le défendre. Comment toi tu expliques ça? Vaste sujet. Moi, j'en ai beaucoup discuté avec des amis dans différents secteurs qui aussi m'ont dit de gauche et tout, vachement militants et tout, qui m'ont dit ouais, mais quand même. Il y a des amis de gauche, toi? Ouais, j'en ai un peu, mais pas beaucoup. Mais donc, qui m'ont dit quand même, moi, ça m'avait surpris, quoi, parce que je suis ça depuis longtemps, et qui m'a dit ouais, mais Assange, c'est sûr quand même, parce que. Mais c'est vrai que l'affaire est complexe et qu'il y a quand même eu il y a quand même deux affaires qui l'ont complètement sali. La plus grosse, c'est l'affaire d'accusation de viol. Oui. De sexe par surprise, enfin on peut appeler ça sous tous les noms, mais enfin de viol en Suède en août 2010. Enfin attends, là, il faut être précis. Deux femmes l'accusent, ont eu des rapports consentis avec lui, mais il a retiré son préservatif sans leur dire. Voilà, ça c'est le fond de l'accusation. Mais derrière, si tu veux, il y a aussi la loi suédoise qui était pas encore changée, dans laquelle on considère aussi, mais ça c'est un autre débat, mais il se trouve qu'il se retrouve mêlé à ce débat, que s'il n'avait pas de préservatif, c'est considéré comme de l'agression sexuelle, même s'il y a consentement, etc. Bon, là, l'affaire, on peut rentrer en détail, mais c'est assez sordide. Quoi qu'il en soit, si vous voulez, pour résumer l'affaire, c'est que 7 ans après, Assange, il n'y a rien contre lui sur cette affaire-là. La justice a arrêté, a fini par lâcher. Pourquoi ils ont arrêté? Parce qu'il n'y avait plus besoin de cette affaire-là, en vrai, parce que en fait, c'est l'affaire qui a tout déclenché. C'est l'affaire qui a déclenché la campagne pourrissement de son image. Oui. Il a fait lâcher par une partie des gens en disant « Attends, c'est un violeur ». Et il y a aussi, c'est aussi l'affaire qui a fait qu'il a pensé qu'il allait être extradé depuis la Suède aux États-Unis. Donc, si tu veux, on peut rentrer un peu plus dans le détail sur comment ça s'est passé à ce moment-là. Oui, bien sûr, vas-y. Parce que c'est quand même l'affaire centrale qui fait que je pense qu'Assange... Parce que tu as dit juste... Parce que, attends, je te rappelle, ici, on n'est pas chez les cons. Donc, dans le chat, il y a des gens qui
abonde dans ton sens. Mais tu as dit, il y a 2 affaires qui l'ont sali. Peut-être qu'on peut parler de la deuxième vite fait, regarder l'extrait, ensuite revenir. Après, la suite, c'est surtout le soupçon, enfin, le fait qu'il ait publié les emails de Hillary Clinton dans la campagne contre Trump, la campagne électorale en 2016. Et alors là... Alors ça, oui, mais ça, on y parlera après. Ouais. Voilà, on en parlera après, c'est plus loin. Ouais, ça, c'est plus loin. Ça, c'est plus loin. Non, j'essaie d'expliquer pourquoi, par exemple, des gens qui étaient censés devoir le défendre ne le défendent plus. Quand l'affaire sort dans les tabloïds, tout de suite, là, ça sort, ça devient un scandale immédiat. Tout de suite, il se rend à la justice et il dit « Attendez, moi, je viens me rendre, je viens m'expliquer, etc. » Là, il y a une première procureure qui clôt l'enquête, en fait, après avoir interrogé tout le monde. Il dit « Non, je vois pas, il n'y a pas vraiment de crime. » Et à la demande des 2 femmes de l'avocat, il y a une relance. Et c'est une nouvelle procureure qui va être désignée, une procureure générale de l'État, qui s'appelle Marianne Nye, je ne sais pas comment on dit, qui est spécialisée dans les crimes sexuels et qui est en train de justement faire avancer le droit suédois sur le délit de sexe par surprise. Bon, ouais, on est dans des trucs, mais bon, c'est des débats de société aussi. Et qui dit voilà, il y a un problème. Lui, il dit ok, je viens vous voir, sauf qu'elle tombe malade. À la voir. Il faut à quitter le territoire. Il quitte le territoire en Angleterre qui va être lancé contre lui. Donc là, l'affaire prend une ampleur qui aurait. Même lui, je pense qu'il ne pouvait pas soupçonner qu'elle prenne cette ampleur-là. Et là, Assange, en août 2010, il est dans la tourmente, quoi. Ça commence à chauffer. Il apprend en même temps que ses cartes bleues ont été bloquées quand il arrive en Suède. Il apprend qu'il y a une task force aux États-Unis qui cherche à lui faire la peau, qui cherche à le coincer. Donc, là, ça commence à se resserrer. C'est la première étape, si tu veux. Voilà. Après, ce qui est incroyable, c'est que pendant toutes ces années-là, il continue à révéler des trucs énormes, quoi. Il ne s'arrête jamais. Là, ça sera les Iraq Warlogs, ça sera tous les trucs. Mais pour répondre à ta demande... Iraq Warlogs, il me semble que c'est là, c'est aussi le grand fait d'armes. Hein. C'est 2010, ça, non? Ouais. C'est tout de suite après, c'est octobre 2010. Il préparait ça déjà, c'est sorti, ça sort en 2010, après l'affaire suédoise. Et là, il y a des nouveaux dans l'équipe. Hein. Il y a Christine Arfsson, qu'on voit, j'arrive pas à dire son nom, c'est un Islandais, Rafsson, qu'on voit dans le film. Là. Et Sarah Harrison, qu'on voit aussi dans le film. Oui, absolument. Sarah Harrison, qui va devenir la numéro 2 de Wikileaks et qui va être, par exemple, c'est elle qui va aller chercher Snowden et l'amener le sortir de Hong Kong. Bon, bref, mais en tout cas, Iraq Warlogs, c'est plus de 390 000 notes officielles sur la guerre en Irak, qui couvrent 2004-2009, donc c'est énorme, et qui montre tous les crimes de guerre, c'est-à-dire comment, par exemple, ils ont abattu les Américains, ce qu'on savait par les images des fois, mais là, c'est noté par l'armée américaine elle-même, comment ils ont abattu 700 personnes parce qu'ils avaient approché des checkpoints. Et parmi ces 700 personnes, il y avait des femmes enceintes, par exemple. Et tout ça, c'est noté. C'est dans les blogs. Donc, c'est énorme parce que ça montre l'ampleur des crimes de guerre. Et ça, c'est pas juste ça la montre, c'est marqué, c'est signé. Et en plus de ça, dans les documents qui sont révélés, tout ça, c'est des trucs de Manning, que Manning avait mis sur le truc. Il y a les Red Cell Memorandum qui dévoilent la stratégie de manipulation, et ça nous concerne, comment les États-Unis manipulent consciemment, bon, on le savait, mais enfin là, c'est marqué, ses alliés et l'opinion publique pour les amener à la guerre. Et notamment justifier l'aspect humanitaire, donc comment, tu vois, c'est bien, il fallait sauver les femmes afghanes parce qu'elles sont voilées, quoi. Alors du coup, si tu veux, on a besoin des Américains parce que sinon, elles vont toujours être voilées. Hein. On est maintenant en 2021, les femmes afghanes sont toujours voilées quand même. Hein. Mais donc, c'est des prétextes humanitaires totalement absurdes. Pour vendre la guerre. Pour vendre la guerre à l'opinion publique. Notamment, tout ça est noté dans les Red Cell Memorandum, notamment comment ils utilisent Obama avec son sourire pour vendre la guerre avec le sourire. Parce que c'est plus facile de vendre une guerre avec Obama qu'avec quelqu'un qui a la tête de Trump. Hein. Mais avec Obama, c'était assez facile. Donc tout ça est théorisé, marqué, appliqué dans les documents secrets américains qui sont révélés. C'est énorme. Donc, quand ils révèlent ça, évidemment qu'ils ne sont pas contents, quoi. Ils ne sont pas contents du tout. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, donc pour répondre à ta deuxième question, là, qui était dans la question tout à l'heure. Sur l'équipe, c'est ça? Alors non, c'était sur les journalistes, sur le fait qu'on lui a reproché
de publier avec des journalistes, mais on lui a reproché de ne pas le faire aussi, avant. Et en fait, ça a été le moyen qu'il a trouvé, et ça a été une opération énorme qui a commencé à ce moment-là, de s'allier à The Guardian, le journal anglais, Der Spiegel, le journal allemand, et The New York Times, pour faire la publication de ces informations. C'est-à-dire que là, à partir de là, Wikileaks a une stratégie qui consiste à dire, OK, moi j'ai les documents, mais on ne veut pas les publier tels quels, parce que d'abord, il faut quand même trier l'information, il faut qu'elle soit analysée, il faut que des journalistes qui connaissent le sujet fassent leur boulot d'investigation, qu'on nous aide à biffer les noms, etc., justement, par rapport aux critiques qui sont faites sur Wikileaks. Ils ont très rapidement commencé à faire ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas critiquer à la fois qu'ils soient allés voir des journalistes, et à la fois... Non, je dis juste de mémoire, hein, que dans l'équipe, il y avait des gens qui étaient justement, me semble-t-il, hein, qui étaient vraiment dans la culture cyber et qui disaient on n'a pas besoin des journalistes, on n'a plus besoin de... Je crois que c'est plutôt autour. Quoi. C'est peut-être autour. Alors qu'en réalité, en effet, en faisant ça, d'une part, il y a une crédibilité qui va avec, parce qu'effectivement, Wikileaks ne s'associe pas avec les plus mauvais, on va dire, mais en fait, ils vont ériger quasiment un modèle qui existe. Ils vont ériger un système qui aujourd'hui est un modèle, c'est-à-dire qu'on a régulièrement, par exemple, les Football Leaks ou des choses comme ça, c'est-à-dire qu'on a régulièrement maintenant ce procédé-là, c'est-à-dire il y a tellement de documents qu'aucune rédaction seule peut s'en occuper. Donc t'as un consortium de rédaction et chacun prend son pays et sort le même jour des révélations. C'était ça par exemple sur les Football Leaks, hein, c'était portugais, un agent ou je sais plus quoi, enfin bref, qu'importe. Et donc c'est devenu en fait un système. C'est devenu un système et il me semble que c'est Wikileaks qui l'invente d'une certaine manière. Ouais, et puis en plus avec une idée quand même que, tu vois, chaque pays va traiter les informations qui le concernent. Par exemple, tu vois, plus tard, il va y avoir un mois après, en novembre 2010, les câbles Gates, qui sont des plus grosses révélations de Wikileaks sur la question de la diplomatie américaine, internationale, où là, on va apprendre des trucs hallucinants. Comment Israël joue son rôle, comment l'Arabie Saoudite, les rôles. C'est énorme ce qu'on apprend. Je veux dire, là, on n'est pas dans des théories du complot. On est dans des faits qui documentent des choses et qui sont vérifiables et qui ne sont pas démentis d'ailleurs. Hein. À aucun moment, il va même y avoir une tournée d'excuses de Hillary Clinton au Moyen-Orient à cause de la révélation des... Parce que dans les câbles diplomatiques, tu imagines le nombre de fois où ils disent l'autre c'est un gros porc, en parlant du président égyptien ou machin, l'autre ils disent ouais, l'autre il est nul, c'est l'autre qui le tient. Enfin, ils balancent, tout est marqué dans les câbles diplomatiques. D'autant que depuis le 11 septembre, alors, ouais. Non, depuis le 11 septembre 2001, tout devient classifié en fait, quasiment. Le nombre d'informations classifiées est énorme. Ça va devenir... Donc si tu veux, il y a beaucoup d'informations qui se passent en classifié, quoi. First, there's a question of why are all these resources... Well, first you have to describe what is the situation. And the situation, briefly put, is the United States and its allies are expending an enormous amount of resources in trying to stop WikiLeaks and trying to create a very public example of doing so. Now, they have done that with an alleged source, Chelsea Manning, who was sentenced to 35 years in prison, tortured in prison. That's a formal finding by the United Nations Special Rapporteur on Torture, Juan Mendez, and a formal finding even by the US military courts that he was treated in an unlawful manner. His punishments were unlawful pre-trial punishments. So there's a desire to show that you cannot do what WikiLeaks does. Why is there a desire to show that? Well, because a desire to prevent people from following our example. And you can look at US treatment of Cuba, for example, for many, many years. If you read the internal documents in the White House and the National Security Council, it wasn't so much about Cuba. They didn't care so much, really, about Cuba. What they cared about was the example of Cuba to the rest of Latin America.
the rest of Latin America, having seen someone, if you like, get away with that independence struggle, would themselves follow suit, and that would create a big problem. And so the same attitude is there with WikiLeaks, that they don't want this example of successfully making life complicated for the US intelligence and military establishment and diplomatic establishment. Now, so that's, if you like, a desire to create a general deterrent, so others are deterred from following our example. There's also a desire to create a specific deterrent, that is, to prevent us from continuing on in our publications. The general deterrent aspect relates to other publishers, other journalists, but also relates to insiders within the US intelligence, military, government system. The specific deterrent is just about us, specifically us, stopping us. So that has, the desire to do that has unleashed very considerable resources from the US government and also from its allies, who feel that they need to show allegiance to the problems that the United States government perceives that it has. Now, those very considerable resources include that over a dozen different US government departments and agencies publicly have been involved in the prosecution, investigation of WikiLeaks. So that includes publicly declared Pentagon war room with 120 people in it, operating 24/7, FBI, Defense Intelligence Agency, and others trying to work out what we were going to publish, building up evidence against it, etc. That's just the Pentagon. Then CIA publicly declared WikiLeaks task force, Department of Justice task force operating the National Security Division, the Criminal Division, State Department, etc. It is the largest ever investigation into a publisher, as far as people who are knowledgeable about these things say. And that's not surprising. In their own communications with the Australian government, the US government has said it is a whole of government investigation and of unprecedented scale and nature. Ce qui est énorme, c'est qu'à partir du moment où ils ont commencé à révéler, notamment les câbles, c'est tellement devenu gênant. C'est vrai qu'on peut se demander comment ils pouvaient penser passer à travers les balles. Mais effectivement, qu'à partir de là, on se dit c'est pas possible que les États-Unis laissent faire un truc pareil. Et pourtant, comme tu le disais tout à l'heure, ça a mis du temps à réagir. En fait, ça a mis le temps que ça touche les États-Unis, en fait. Parce que, en fait, jusque-là, les révélations n'étaient pas encore assez graves. Mais dès qu'ils ont commencé à sortir tout ce que Manning a donné, c'était tellement énorme, il fallait essayer d'arrêter la machine. Et alors, surtout que la stratégie dont on a parlé de coopération avec les grands titres de la presse, c'est très embêtant. Parce qu'il ne faut pas dire que c'est une affaire qui ne roule pas dès le début. L'affaire de Assange, il bataille avec les journalistes. Il y a de la compétence, c'est vrai. Il y a des bons journalistes d'investigation, au Guardian et tout ça. Mais la loyauté, elle n'est pas terrible tout le temps. Et surtout après, on va voir qu'ils vont le lâcher quand même très lâchement. Mais donc lui, il s'en méfie quand même. D'où il vient aussi, comme tu disais, il vient aussi du monde des hackers, du monde qu'on connaît nous très bien, des médias alternatifs, où c'est très critique envers la presse classique. Donc il a cette culture-là. Mais pour les tenir, et c'est là que ça reste ambigu, il a une arme, c'est qu'il dit « je vais publier. Je n'ai pas besoin de vous. Si vous ne voulez pas le faire, je le ferai. Je le ferai sur Wikileaks. Mais c'est mieux qu'on le fasse ensemble. Parce qu'effectivement, vous allez traiter les infos qui intéressent votre pays, parce que vous allez nous aider à ne pas faire de bêtises sur les révélations, etc., etc. » Mais il garde toujours comme menace Assange, et ça lui est reproché aussi, mais il garde toujours comme menace l'idée que lui, il va publier, enfin qu'eux vont publier intégralement sur Wikileaks. Ce qui fait que ça oblige quand même les journalistes à faire leur boulot, en fait. Donc c'est un rapport qui n'est pas tout à fait... tu vois, c'est pas une coopération tranquille, quoi. Il y a des tensions énormes et tout ça entre eux. Et alors après, il y aura des trahisons, on verra. Et en fait, je soupçonne nos milieux
et je dis pas ça pour toi, parce que toi, tu n'es pas dans ce cas-là, mais de souvent justifier son inaction et son manque de courage, hein, il faut le dire, par aller chercher toujours quand on ne supporte pas trop les héros, quoi. Mais c'est pas, on s'en fout, moi je m'en fous que ce soit un héros ou pas, j'ai pas de problème avec ça. Je veux dire que le gars soit dans la lumière, qu'est-ce qu'il a à y gagner, qu'est-ce qu'il a à perdre? Si on regarde le cas d'Assange, qu'est-ce qu'il a gagné, Assange? Il est en train de croupir dans une tôle. Oui, parce que ça, on ne l'a pas dit. Assange a été confiné avant l'heure dans un petit appartement, l'ambassade d'Équateur à Londres, et puis il est arrêté il y a 1 an, hein, je crois. Et là, après 7 ans enfermé dans des conditions qui ne sont pas du tout le confinement que vous avez connu, qu'on a connu chez nous, hein. C'est-à-dire pas le droit de sortir du tout, pas de lumière, pas d'exercice. On apprend aujourd'hui par une enquête depuis quelques mois, on sait que maintenant il a été espionné par l'agence de sécurité qui s'occupait de la surveillance de l'ambassade, espionné jusque dans les chiottes, hein, filmé. Tout a été donné à Donald Trump en personne par le directeur de la boîte, proche du nouveau président équatorien. Tout ça, c'était pas une détention comme ça pépère à l'ambassade. Non, bien sûr. Et maintenant, depuis 1 an, donc, après avoir fait la plus grosse peine de prison du monde pour avoir brisé son bracelet électronique, hein, c'est-à-dire qu'il a fait 50 semaines, il a fait 1 an de prison d'abord pour ça, hein, dans une prison de haute sécurité, du niveau pas de Guantanamo, mais quasiment, c'est-à-dire du niveau haute sécurité, où il était enfermé avec des terroristes de très haut niveau, les plus grands voyous de la planète, des gens dangereux, des criminels. Ça. Je rappelle, pour l'instant, aucun crime n'a été établi ce qu'on lui reproche, rien n'a été établi. Donc, il a fait déjà 50 semaines, puis finalement, ça a été, au bout de ces 50, ils ont renouvelé sa détention pour aller jusqu'au procès en extradition, le procès demandé par les États-Unis. Hein. Et donc, à l'issue de ces semaines de procès où, en fait, tous les arguments de liberté d'expression ont été rejetés, c'est quand même ça qui est grave. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'année dernière, en février, en janvier, il a été. On a dit qu'on ne pouvait pas l'extrader. La juge a dit qu'il ne pouvait pas l'extrader à cause de l'état dans lequel il était, du risque de suicide qui a été constaté par des tas de médecins, etc., et l'état physique et psychologique dans lequel il était. Donc, il croupit. D'ailleurs, les images de son arrestation, enfin, quand il est de son transfert dans le camion blindé, c'est absolument dégueulasse, quoi. C'est assez terrible. D'autant que, tu as vu, il est barbu, tout ça, et c'est pas un choix, c'est pas un hipster. Il est, notamment, j'apprends en fouillant un peu qu'il est barbu, notamment parce qu'ils lui ont supprimé carrément les possibilités de se raser dans l'ambassade les derniers mois. Donc, je veux dire, le niveau de destruction de son image va très très loin. Je veux dire, je ne sais pas si on a des cas comme ça dans l'histoire contemporaine. Moi, je ne sais pas à ce niveau-là. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je ne veux pas m'agacer des critiques qui sont faites sur Assange. Il faut les regarder. Mais il faut les regarder dans ce qu'elles ont d'intéressant, non pas sur le personnage, mais sur ce que ça raconte, quoi. Je veux dire que le mec ait un peu d'ego, j'espère qu'il en a un peu, parce que sinon il serait mort depuis longtemps. Que le gars, il était dans la lumière, mais c'est la moindre des choses. Quand on fait du média, tu l'es, je suis là aujourd'hui, j'aime pas ça non plus. Mais je veux dire, oui, s'exposer, c'est pas être dans la lumière, ça veut dire s'exposer. Et lui, il s'est exposé gravement, parce qu'en fait, il a joué sa peau, quoi. Et la preuve, il savait très bien ce qu'il faisait, c'est pas un idiot. Assange, c'est ni un idiot, ni un fou. Il ne faut pas le faire passer pour un fou, parce qu'il a quand même une très grande conscience de son état, et l'interview est très touchante de ce point de vue-là, parce qu'il est très conscient de tout ce qui lui arrive, comment fonctionne la justice, etc. Oui. Mais bon, voilà, c'est l'état. Si tu veux, je pense qu'on ne peut pas traiter ça comme moi, il me plaît, il ne me plaît pas. À la limite, on s'en fout du personnage, mais que moi, je le trouve très touchant. Mais je veux dire que dans cette affaire-là, ça va bien au-delà. Et puis aussi, il faut dire comme argument aussi que ce qui a protégé Assange et Wikileaks, c'est le fait qu'Assange s'expose. Pendant des années, ça l'a protégé. Parce que dès 2010, dès les premières publications, en tout cas, des révélations sur les câbles afghans, tout ça, et irakiens, il y a quand même Hillary Clinton qui dit qu'il faut envoyer un drone sur ce type. Hein. Il y a quand même toute, évidemment, la droite et la gauche démocratique, les démocrates, on appelle ça la gauche, mais bon, c'est absurde aux États-Unis, appellent à le zigouiller, quoi, à le tuer. Sur les plateaux télé, on le voit dans le film, ils appellent à l'assassinat.
D'ailleurs, il va devoir se cacher pendant un moment, quelques semaines en Australie, juste après avoir révélé les fameuses vidéos de Collateral Murder. Parce que ce qu'il faut dire aussi, David, ce que je ne t'ai pas dit tout à l'heure, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand il révèle ça, il va le faire au cœur du mal. Il va à Washington, carrément dans Washington, faire la conférence de presse de révélation de ces vidéos. Donc, c'est un acte de provocation énorme. Et en même temps, il dit, c'est le seul moment où je peux être aux États-Unis parce que la lumière est sur moi et qu'ils n'oseront pas m'attraper. Et il se barre et il ne reviendra plus jamais aux États-Unis. Enfin, j'espère qu'il ne reviendra plus jamais aux États-Unis. Parce que s'il revient, on sait le sort qui l'attend. En fait, l'avantage, Olivier, de te répercuter les critiques ou de te titiller un peu, c'est que tu le défends vachement bien. T'as vu, je deviens... Non, mais tu vois. Non, mais en fait, franchement, j'aime pas, il faut être objectif, j'essaye de l'être, mais en réalité, il y a des vraies critiques qu'on peut faire sur les stratégies. Mais en vrai, sur les personnalités, je suis toujours gêné par ça, parce que c'est toujours très gênant de résumer les choses à des jugements comme ça sur des personnes, quelles qu'elles soient d'ailleurs. D'ailleurs, même pour les opposants, c'est compliqué. Pour ceux qui sont opposés à Assange, c'est compliqué d'attaquer Hillary Clinton sur son caractère délirant. Après, si vous voulez, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est les actes. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que font les gens? Qu'est-ce qui fait leur politique? Qu'est-ce qu'ils font leur action politique? Donc, pour finir, tu vois, Assange, il risque 175 ans de prison aux États-Unis au nom de l'Espionage Act. Ça, c'est ce qu'il risque en termes de peine, 175 ans. En dehors de ça, il risque de se faire assassiner. Mais le risque de se faire assassiner, ça revient à la discussion qu'on est en train d'avoir. Si tu veux, Assange, j'entends depuis des années, oui, c'est un mec paranoïaque. Attendez, qu'est-ce que c'est paranoïaque? Je suis désolé, il faut m'expliquer ce que c'est paranoïaque. Parce que il y a de bonnes raisons d'être paranoïaque quand vous apprenez dès le début que vous avez l'armée américaine, les services secrets américains qui veulent vous zigouiller. Parce qu'ils ne l'ont même pas caché, c'est marqué dans les révélations de Wikileaks. Ils disent qu'il faut détruire ce personnage. Quand tu as la secrétaire d'État, Hillary Clinton, qui dit qu'il faut lui envoyer un drone, et quand il y a le vice-président de l'époque, un certain Joe Biden, qui dit ce gars est un cyberterroriste, il faut l'éliminer. Donc, si vous voulez, tout ça, oui, ça a de quoi rendre parano. Mélenchon est un des rares politiques, me semble-t-il, en tout cas c'est ce que nous dit le chat, à soutenir Assange en France. Tout à fait, il faut le signaler, ils sont très rares. Et depuis le début, Mélenchon reste impeccable sur cette ligne-là. Il faut rappeler aussi qu'il y a eu une tentative autour de Assange d'essayer de demander l'asile politique en France. Alors, ils ne l'ont pas fait vraiment parce qu'en fait, l'herbe a été coupée sous le pied tout de suite. Dès qu'il a fait une lettre à Hollande en expliquant à quel point il était attaché à la France pour diverses raisons, parce qu'il a eu un enfant en France, et puis qu'en plus, il a été Wikileaks a été fondé à Paris. Donc, il y a un attachement. Il a vécu en France, Assange, à Paris. Et donc, voilà. Mais ils ont coupé l'herbe tout de suite sous le pied en disant qu'il est hors de question. Ils ne voulaient pas entendre parler d'Assange. Là, c'est l'alignement direct sur la politique américaine. C'est ce que révèlent d'ailleurs la plupart des câbles diplomatiques. Parce que nous, on dit tout le temps, on passe pour des gauchistes. Mélenchon passe pour un gauchiste insupporté. Moi, j'aime pas employer le mot gauchiste parce que c'est toujours péjoratif. Mais on passe toujours pour des espèces d'hirsutes absolument exagérées quand on parle de la politique diplomatique des États-Unis. Mais vous avez qu'à lire les câbles de Wikileaks là-dessus. C'est très clair. Ils montrent comment on est totalement asservi. On est les petits toutous de la politique américaine depuis un moment, quoi. Il y a eu un moment de résistance au moment de la première guerre en Irak, de la deuxième guerre en Irak avec Chirac et Villepin. Mais en fait, en vrai, on est totalement asservi. Et il y a un truc qui est très frappant, c'est dans les câbles qui ont été repris par le journal Le Monde, je ne sais pas si vous vous souvenez, les câbles qui révélaient comment Nicolas Sarkozy, avait déclaré direct 6 mois avant de faire sa candidature à la présidence devant les Français, 6 mois avant, alors que personne ne le savait normalement, il a prévenu les États-Unis par l'intermédiaire de l'ambassadeur et de je ne sais plus qui d'autre, de personnes, comme quoi il allait se présenter aux élections en France. C'est-à-dire que la première chose qu'il fait, le mec, il va se présenter, et il commence à le dire aux États-Unis. Mais il ne le dit pas juste pour les prévenir. Il leur dit, mais vous inquiétez pas, parce que moi, je ne suis pas comme les autres là, qui sont dans mon gouvernement, là, les Villepin et compagnie, et je ne vais pas du tout défier les États-Unis, moi, je suis avec vous, quoi. Il fait allégeance, quoi. 6 mois avant de poser sa candidature en 2006 au présidentiel en France. C'est quand même symptomatique, quand même. Bon, là, Le Monde les a sortis, ces infos. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que quand même,
On vit dans ce... Je veux dire, c'est pas exagéré. Et quand Mélenchon critique ça, lui et d'autres, je veux dire, il passe pour une espèce de personne comme ça qui exagère tout, mais non, il faut voir la réalité des choses. Et là, il n'y avait pas de film, en fait, depuis quelques années sur Assange, qui montrait la situation d'Assange et qui a eu accès, parce que les réalisateurs ont eu accès, et la réalisatrice ont eu accès à Assange dans l'ambassade. Donc, c'est quand même un document exceptionnel. Voilà, c'est-à-dire, il y a par certains côtés, ça rappelle un peu Citizenfour, le doc sur Snowden, autre grand lanceur d'alerte, où la caméra de Pointras est là, dans la chambre d'hôtel de Hong Kong, etc. Et on participe à cet exil de Snowden. Là, on vit un peu le confinement terrible, l'assignation plus exactement en réalité, l'assignation à résidence d'Assange. Alors il y a cet aspect-là, mais c'est pas le film. Le film est moins dramatisé, c'est moins un film comme ça qui montrerait le quotidien. Il y a cet aspect-là, il en parle beaucoup dans l'interview aussi, mais il y a surtout la nouvelle stratégie qui s'impose à Wikileaks et à Assange, c'est-à-dire obligé d'aller sur le terrain de la justice. Et sur le terrain de la justice, quand vous avez les États-Unis et la plupart des pays de l'OTAN sur le dos, Assange se rend compte très vite que lui-même va avoir du mal à piloter l'équipe d'avocats qui tous se mettent. Alors, il y en a dans tous les pays qui ont voulu participer. Et alors là, lui, il est dépassé. Il le dit dans le film. Il le dit, il est dépassé. Et donc, arrive le personnage qui est le deuxième personnage important du film, qui est Balthazar Garzón. Voilà. C'est l'avocat espagnol, qui est un ancien procureur, qui est l'ancien juge, pardon, qui avait demandé l'extradition de Pinochet et l'arrestation de Pinochet en Angleterre. Ça, c'est très intéressant aussi. On a parlé de Pinochet la dernière fois quand j'étais dans ton émission. Là, c'est assez marrant de retrouver les mêmes acteurs, mais à l'envers. Lui, il a demandé, il a essayé de faire, il a fait arrêter Pinochet quand il était en Angleterre, au moment où il était juge. La personne qui défendait Pinochet, une des avocates qui défendait Pinochet à l'époque, se retrouve dans l'accusation suédoise contre Assange. On a un clivage comme ça, du camp Pinochet contre le clan Assange. C'est quand même symptomatique que les plus grandes démocraties du monde se retrouvent avec un des plus grands dictateurs quand même. Pro bono, porque creo que a este hombre le han convertido en una especie de chivo expiatorio en un momento determinado porque se atrevió a desvelar lo que después se ha visto que era una práctica en muchos ámbitos delictiva, ilícita e inmoral, en la mayoría, de una forma de hacer política que en democracia es inaceptable. Balthazar Garzón already knew WikiLeaks. Through the platform he had learned, his name appeared in US secret documents. His work in the National High Court did not go unnoticed outside of Spain. During his 30-year career, Garzón investigated drug trafficking networks, all types of organized crime, terrorism against the state, but also the state's dirty war on terrorism. He was the only judge to prosecute Osama bin Laden. But he also investigated systematic torture at Guantanamo. According to this confidential report from the US Embassy in Madrid, he investigated everything. All this gave him a reputation as ambitious, wanting to be in the spotlight. The truth is that Garzón soon understood that in a globalized world, justice cannot be limited by national borders. From Madrid, he prosecuted the leaders of the dictatorships in Argentina and Chile. He couldn't do the same at home. His attempts to investigate crimes committed under Franco were blocked by the Spanish judiciary. His unorthodox interpretation of the law earned him many enemies.
In 2012, while Julian Assange remains under house arrest, Judge Baltasar Garzón sits in the dock before the Spanish Supreme Court. Garzón was investigating the country's largest political corruption network at the time, which also involved the ruling Spanish Conservative Party. He's accused of misconduct, and the Supreme Court delivers its verdict. In a unanimous ruling, he's been barred from practicing for 11 years. The court said he could not appeal against the decision. Shortly after, Garzón opens a law firm. The judge becomes a lawyer, and the lawyer takes on Assange's case. Esa cámara la pusieron al poco tiempo que Julian entró a pedir el asilo político a la Embajada de Ecuador. Allá hay otra cámara. Está lleno de cámaras. Este es el país que tiene más cámaras del mundo. No hay por dónde escaparse. Being locked up is not yet the main problem. Assange has to defend himself on many levels. Cyber attacks against WikiLeaks' website and its servers, attempts to cut off their financial flows. He needs an army of lawyers. We've sort of built up a structure now in terms of the legal team. We have Balthazar and Michael Ratner and Gareth Pearce here in the UK operating at the top. So we have a big legal team. And why Balthazar is responsible for overall strategy, especially where we intersect with the Spanish-speaking world. Garzón has good contacts in Ecuador. Just at the time, he's advising the Ecuadorian government on the judicial reform process launched by President Correa. His first step as Assange's lawyer is to travel to Ecuador to convince the authorities to grant his client political asylum. Not to flee Swedish justice, but to protect him from the United States, where the continuous leaks had generated angry reactions within the government and the conservative media. Along with other members of the administration, I condemn the action that WikiLeaks has taken. It puts at risk our national security. We have an active, ongoing criminal investigation with regard to this matter. So let's be clear. This disclosure is not just an attack on America's foreign policy interests. It is an attack on the international community. The way to deal with this is pretty simple. If this guy's a traitor, a treasonous, and he has broken every law of the United States, the guy ought to be, and I'm not for the death penalty, so if I'm not for the death penalty, the only one to do it, illegally shoot the son of a This guy's got to go. And nobody should hold this country, and we do agree with each other, Bob, immune him. Move along, please. Move along, please. Move along, please. Est-ce qu'on est bien sûr que tous les avocats qui disent avoir travaillé à la défense d'Assange l'ont vraiment fait avec lui, pour lui? Est-ce que là-dessus, tu as un petit peu regardé ou pas? Bon, écoute, dans le film, on voit pas mal de gens hein, sur chaque pays. Je veux dire, les avocats les plus actifs sont très identifiés. Hein. Pour les États-Unis, bon, il y en a un qui est mort depuis. Pour les États-Unis, il a été remplacé. En France, ça a été assez compliqué pour des tas de raisons, mais surtout parce qu'en fait, le but en France, ça a été à un moment donné de faire. Je crois que le but de la stratégie de Garzón, ça a été d'essayer d'obtenir l'asile politique. Alors, il y a un moment donné, on sait qu'il y a Juan Branco qui a travaillé, mais lui, c'est vrai, hein, et qui a bossé pour l'équipe de. On le voit d'ailleurs à un moment donné dans le film, pour l'équipe de Garzón. En plus, il parle espagnol, tout ça. Mais si tu veux, il y a un moment où il n'était plus vraiment en position de pouvoir demander quoi que ce soit
à Macron. Et c'est une des raisons pour laquelle ils ont carrément demandé à Dupond-Moretti, je ne sais pas si tu te souviens, de défendre Assange. Il se trouve que le rôle de Moretti était de demander, de parler à Macron déjà de Assange, du cas d'Assange. Et malheureusement, il n'a pas trouvé le temps, en tout cas Macron n'a pas trouvé le temps de l'accueillir pour lui parler d'Assange. Par contre, quelques temps après, il a été nommé donc ministre et là, c'était terminé. Donc, il a passé le bébé à un autre avocat qui s'appelle Antoine Dey qui s'occupe de ça. C'est assez mal barré quand même, la question de l'asile politique d'Assange en France. Mais bon, toujours pareil, moi, je pense qu'il ne faut fermer aucune porte. Tout dépend de la mobilisation de l'opinion. Peut-être qu'on pourrait regarder justement l'extrait numéro 3, enfin celui que tu as numéro 3, où il est question de l'Équateur, de l'arrestation d'Assange il n'y a pas si longtemps, à l'ambassade en 2019, et de l'affaire des emails d'Hillary Clinton qu'on a esquissé au début de l'émission. Les amis, ça fait 2h23 qu'on est là, donc voilà, il y aura le replay pour ceux qui veulent le début, mais on reviendra sur l'histoire d'Hillary Clinton, sur les emails, parce que là, c'est vrai que c'est l'autre scandale. C'est la deuxième. Après, le gros truc qui va vraiment salir la réputation de Assange, y compris dans les milieux de gauche, c'est l'affaire Clinton. In the months leading up to the US presidential elections, WikiLeaks releases thousands of compromising emails from the Democratic Party and its candidate, Hillary Clinton. The leaked documents cast a shadow on her entire electoral campaign. Criticism of Julian Assange multiplies. He's accused of pursuing a personal agenda with the leaks and of having contributed to the advance of Donald Trump. But even after Trump's victory, WikiLeaks continues to publish. And soon, the US government under Trump will go further than Barack Obama ever dared. The United States no longer operates in the shadows. It's time to call out WikiLeaks for what it really is. A non-state hostile intelligence service often abetted by state actors like Russia. They have pretended America's First Amendment freedoms shield them from justice. They may have believed that, but they're wrong. Ecuador also has a new president. He wants to get rid of the inconvenient guest in his London embassy. WikiLeaks founder Julian Assange's internet access has been cut off. Ecuador is saying that they don't want Julian Assange's social media feed to jeopardize relations with other countries. That is thought to be in regard to a couple of tweets that Julian Assange has recently sent. La postura del presidente Moreno a mí y a todo el equipo nos llama poderosamente la atención porque los argumentos que se emplearon respecto de Julian o contra Julian, condenándolo prácticamente a un aislamiento mayor, interrumpiéndole cualquier tipo de comunicación exterior, no obedecían a nada lógico. Assange's visits are limited. Only his lawyers and close contacts are allowed to see him after strict controls. In addition, there's an unpleasant surprise. Since 2017, the Spanish security company Undercover Global, responsible for the protection of the embassy, has been playing a double game. Unnoticed by the diplomats from Ecuador, they install cameras and microphones in every room. The images are streamed to the United States, to the US intelligence services. In an email, the head of UC Global, David Morales, orders surveillance of Assange's visits. A whistleblower within UC Global alerts the lawyers. He explains to the Spanish judiciary that Assange's meetings with all visitors, but especially with the defense lawyers, were recorded. We have long been concerned about the level of surveillance that Julian Assange is facing within the Ecuadorian embassy. This is a severe breach of lawyer-client-attorney privilege and fundamentally undermines our ability to properly defend
and provided defence to Julian Assange. Finally, Ecuador gives in to the pressure for political and economic reasons. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. I am sure that the whole House will welcome the news this morning that the Metropolitan Police have arrested Julian Assange. Arrested for breach of bail after nearly 7 years in the Ecuadorian embassy. He has also been arrested in relation to an extradition request from the United States authorities. Mr. Speaker, this goes to show that in the United Kingdom, no one is above the law. Mais moi, je reconnais que j'avais lâché l'affaire à un moment donné, tu vois, de guerre lasse, de guerre psychologique lasse, si je puis dire. Et là, je trouve que c'est hyper intéressant. Bon, le film, de ce point de vue-là, alors, on peut dire le film est vraiment de son côté. Ah oui, c'est pas un film à charge, ça, pour le coup. Voilà, voilà. Donc il a aussi ses limites par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il est. Si tu veux, si tu veux, le reste a tellement, les autres films ont tellement desservi globalement le personnage Assange, parce que je pense que là, c'est pas du tout le truc, mais surtout ils se sont intéressés à un truc particulier qui est sa bataille juridique. Alors si tu veux, la bataille juridique. À la limite, Assange devient plus vraiment l'acteur principal. Il devient le personnage. Il est le personnage central, mais si tu veux, c'est plus lui qui allait m'aider. D'ailleurs, il le dit, moi, je ne pouvais plus. Donc, il fallait que j'ai quelqu'un qui m'aide. Et ça, c'est critiqué aussi dans le camp d'Assange. Hein. Si tu veux, la stratégie judiciaire, ça, c'est aussi un problème intéressant. Alors, attends. C'est pas bon, quoi. Bon, alors, j'ai un an couché. Je vais profiter de mettre l'extrait. La panique. Ah oui. Ok. Donc, on fait pas de bruit. On va pas faire de bruit. Ouais. On parle tout doucement. Parlez doucement. Les gens chez vous, parlez doucement aussi, parce que vous allez. S'il vous plaît, vous chattez, mais sans faire de bruit sur le clavier. On ne tape pas comme des dingues. Bon, j'envoie l'extrait et on se revoit dans 4 minutes, je crois. What has happened in the last 100 years, but especially the last 10 years, is a massive shift of information from individuals and small organizations to those organizations, including states, which already have the most amount of power. So there needs to be a redress in that. Now, the internet is creating both phenomena at once. On the one hand, the merger of our societies with the internet and the internet with our societies has allowed a really amazing lateral transfer of information, where we're able to learn from each other much more than we could, because many more people are able to be publishers. On the other hand, it has allowed state intelligence organizations and their contractors who work for them to collect more information about individuals and small organizations than has ever occurred. It is, in some ways, the greatest theft of wealth that has ever occurred in the world. That informational wealth, the whole structure of societies has been sucked up as a result of this. Yes, principally by the Five Eyes Intelligence Alliance, which is dominated by the United States and United Kingdom, but that information then spreads out to their contractors and others, and there's a general movement in this direction, even by smaller states. Of knowledge from each individual observing their environment, teaching others on the internet through blog posts or social media is important. Most of the transfer of information has come from the bottom to these powerful intelligence organizations and organizations like Google and Facebook.
WikiLeaks does it the other way. We take information from very powerful organizations, the most powerful organizations, and we put it in the public record where everyone can use it. That's unusual. That information goes from the top to the bottom. Throughout history, it's gone the other way. Ça, c'est pour nous faire plaisir. Tu nous mets Internet. Ouais, c'est quand même le débat de fond, en fait, en vrai. Parce que là, on est embarqué, c'est un peu le problème du film, et en même temps, le problème de l'affaire Assange, c'est qu'on est embarqué, c'est ce que je disais un peu avant, là, on est embarqué dans une affaire de justice avec les problèmes des règles de la justice qui sont faussées par la politique. Il le sait très bien, Assange. Il dit, dans cette affaire, dans ce genre d'affaire, il y a 90% de politique et 10% de justice. Parce qu'en vrai, si tu veux, si la justice était respectée, on n'en serait même pas là. Il ne serait pas resté 7 ans enfermé pour une affaire qui a été suédoise et qui a été annulée au bout de 7 ans. Il serait pas. Enfin, je veux dire, tout dans la procédure. Voilà. Il y a un truc un peu triste, même pathétique, dans le combat que mènent ces avocats et Assange dans le film. Pour se défendre, ils mettent des années à prouver que l'affaire, à faire dire juste un truc qui aurait pu se régler en 5 minutes, que l'affaire suédoise de présumée agression sexuelle était tombée, quoi, ne tenait pas. Et donc, si tu veux, tout est un peu comme ça, cette affaire. Donc, il y a un côté vraiment, c'est Sisyphe, hein, il y a un côté, il remonte sans arrêt, et à chaque fois, hop, ça repart. Bon, il y a un côté comme ça. Mais en fait, le problème de fond qui est beaucoup plus intéressant, et il en parle beaucoup dans l'interview, le camarade Assange, là, c'est ce qu'il a animé lui toute sa vie. C'est la réflexion vraiment sur cette révolution énorme, qui est bien plus importante sûrement, on le verra dans quelques décennies, que l'imprimerie. C'est l'arrivée d'Internet et les bouleversements qu'Internet ont provoqués dans l'organisation du monde, quoi. Bon, et toi, nous, on est la génération qui avons pris ça de plein fouet parce qu'on était ados, puis juste jeune adulte au moment où on pensait qu'on allait, tu te souviens, hein, qu'on pensait qu'on allait maîtriser ces trucs-là et tout, alors qu'on est... Bon, chez Assange et les quelques gens qui étaient très en avance là-dessus, ils avaient compris très vite les enjeux qu'il allait avoir autour de ça, quoi. Et l'enjeu était effectivement, on revient au début de la discussion, ce truc du cypherpunk, c'est-à-dire... transparence pour le pouvoir, intimité pour les faibles et pour les gens, quoi. Et malheureusement, Assange, c'est exactement le contraire qui se passe pour lui. Tu te rends compte, le mec qui défend ça, il se retrouve lui-même, ses rapports sexuels sont détaillés de long en large en travers, son intimité au sein même de l'ambassade dans laquelle il pensait être protégé est filmée sous tous les angles et envoyé directement au président Trump. Enfin, je veux dire, il y a un truc comme ça, totalement à la fois romantique et dingue dans cette histoire. Et tu vois, une espèce de truc comme ça. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas être dans un truc pessimiste au sens où on a toujours perdu, parce que Assange montre une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que très peu de gens, il est tout seul, ils sont 2, 3, 4, font vaciller l'Empire, et c'est bien pour ça qu'ils sont... Alors c'est effectivement là la figure du héros. En plus, il y a... Alors moi, je ne sais absolument pas si c'est étudié ou pas chez lui, mais il y a un charisme, il y a une élégance, il y a une façon de parler. Il y a quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, ce qu'on est en train de faire, c'est le prouve. Il n'y a jamais eu autant de moyens de faire vivre la démocratie, c'est-à-dire la connaissance, l'échange. Et en même temps, on a, comme l'autre, on est en train de vivre un moment qu'on n'a jamais vécu. C'est-à-dire, on sent bien que le champ démocratique rétrécit quand même jour après jour. Oui, mais c'est en partie de notre faute. Enfin, pas de la tienne ni de la mienne, parce qu'on travaille énormément. Mais c'est en partie... Je refuse cette idée de victimisation permanente. Les médias sont méchants, on nous ment, on est con. Non, il y a une partie de responsabilité. S'informer, c'est aussi un boulot, quoi. C'est pas uniquement le boulot de passif de rester là à se dire ah oui, on m'a mal informé. J'ai entendu des interviews qui ont passé en boucle la semaine dernière sur les élections, c'est un autre débat. Mais parce que j'ai pas à dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Mais sur les jeunes qui disaient à la télé, oui, mais nous on savait pas. Non, non, attends, t'es pas allé voter, assume, dis pourquoi tu es pas allé. Soit tu avais autre chose à foutre, soit tu t'en fous, soit tu étais contre. En fait, tu as des raisons. Mais le côté ah ben non, on n'y peut rien, on savait pas, non, ça marche pas. Il y a un moment quand même, il faut prendre un peu ses responsabilités, au moins là-dessus.
si tu veux, il y a quand même quelque chose qui, le minimum à faire, c'est quand même au moins essayer de s'informer. Tu vois, la malbouffe de l'information, ça existe. Eh ben, on peut essayer de bouffer mieux. Mais il faut faire attention parce qu'il ne faut pas rejeter non plus les gens qui font leur boulot. Parce que, y compris dans la presse mainstream, il y a du boulot qui est fait. Il faut aller le lire. Il faut croiser les sources, etc. Mais tu vois, Chomsky, parce que j'aime bien le citer, hein, comme tu as compris, Chomsky dit souvent, mais non, dans le Washington Post, moi, en 5e colonne, je lis des trucs que sûrement le rédacteur en chef n'a pas eu le temps de lire. Et c'est quand même en 5e colonne, il faut aller le lire, parce que c'est dans l'article au fin fond de la 4e page, tu as des infos là-dedans. Et donc, c'est pas juste dire c'est mal parce que ça vient de là, etc. C'est cette vision un peu trop simpliste qui m'agace un peu. Bel été à toi, et puis je termine avec la petite fantaisie que tu m'as envoyée. Voilà. Je t'embrasse, merci infiniment, c'était top, comme toujours. À bientôt. À bientôt.